Ma mère avait ce talent pour me faire disparaître à chaque Noël sans jamais avoir à prononcer le moindre mot et je m'appelle Éléonore Vallon, j'ai 34 ans et au moment où j'ai acheté ce manoir dans un coin reculé du Perche. J'avais déjà passé la majeure partie de ma vie à apprendre ce que cela faisait d'être traité comme un simple détail insignifiant dans ma propre famille. Pendant des années, le 25 décembre signifiait toujours la même chose pour moi, une chaise manquante à la table, un cadeau acheté à la hâte s'il y en avait un, et une excuse polie sur la façon dont tout le monde pensait que j'étais occupé, ou que je dormais, ou que je travaillais. Comme si je m'étais d'une manière ou d'une autre effacé du portrait de famille. Le Noël dernier a été l'année où j'ai enfin cessé de prétendre que c'était accidentel car j'ai conduit pendant 5 heures sous une pluie verglaçante avec un coffre plein de cadeaux coûteux pour finalement trouver la maison rayonnante de chaleur, de musique et de rire qui n'avait manifestement plus de place pour moi. Quand la porte s'est ouverte, j'ai été accueilli par une surprise qui ressemblait beaucoup plus à de l'irritation et je suis resté là, dans le froid, tenant des sacs à bout de bras. Tandis que la personne qui aurait dû m'attendre agissait comme si je m'étais invité sans prévenir à la fête de quelqu'un d'autre. C'est cette nuit-là que quelque chose en moi s'est éteint alors cette année, je me suis offert quelque chose dont personne dans cette famille ne pourrait s'attribuer le mérite, un manoir avec de vieux murs en pierre. Des grilles en fer forgé et assez de silence pour enfin entendre mes propres pensées. Je pensais que ce serait la fin, que la distance, la paperasse et les portails verrouillés suffiraient mais j'avais tort car au moment où ils ont découvert que je possédais quelque chose de beau, quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils pouvaient utiliser. Ils se sont soudainement souvenus de moi. Et quand ils sont arrivés à ma grille, ils ne sont pas venus avec des excuses mais avec un serrurier, une histoire inventée et un plan qui m'aurait ruiné si j'avais encore été la femme qu'ils pensaient que j'étais. Avant que je ne vous raconte comment ils m'ont retrouvé et pourquoi ils pensaient pouvoir prendre ce qui m'appartenait, dites-moi d'où vous m'écoutez ce soir et quelle heure il est chez vous car cette histoire de Noël est allée beaucoup plus loin que ce que ma famille aurait pu imaginer. Dites-moi, est-ce que le temps qu'il fait chez vous est en accord avec votre humeur actuelle? Je n'ai pas acheté ce manoir parce que je voulais paraître riche, je l'ai acheté parce que j'en avais assez de me sentir accessible. Après le Noël dernier, j'ai tout changé d'une manière que personne dans ma famille ne remarquerait avant qu'il ne soit trop tard, j'ai changé de numéro, j'ai verrouillé tous les anciens comptes qu'ils auraient pu utiliser pour me pister. J'ai fait transférer mon courrier vers une boîte privée à 2 villes de là, j'ai arrêté de publier des photos, de commenter, de laisser la moindre empreinte numérique qui pourrait les mener jusqu'à moi. À mon travail à Paris, je gardais mes routines simples et ennuyeuses, je faisais mon job, je rentrais chez moi et je passais mes nuits à construire la seule chose que je n'avais jamais eue dans cette famille, un plan qui n'appartenait qu'à moi. Le manoir m'a trouvé à la fin du printemps, caché dans une annonce immobilière au fin fond de la Normandie que la plupart des gens auraient ignoré parce que l'endroit semblait trop austère, trop vieux, trop isolé. La maison trônait sur une colline à la sortie du village de Val-de-Saanne, enveloppée de pierres et de silence, avec des grilles imposantes à l'entrée et assez de terre autour pour que le reste du monde semble lointain. Les gens du coin l'appelaient le manoir des Épines et il bénéficiait de protections juridiques strictes car il faisait partie du patrimoine historique et là où la plupart des acheteurs auraient vu de la bureaucratie, j'ai vu une armure. Je l'ai acheté via une structure juridique complexe qui rendait les documents plus difficiles à suivre qu'un simple acte de vente classique et c'était tout ce qui m'importait. Je voulais de l'intimité, mais plus encore, je voulais une distance infranchissable entre mon nom et tout ce que ma famille pourrait essayer de toucher. En décembre, la maison était enfin à moi, même si le titre de propriété lui-même était protégé par un arrangement juridique trop ennuyeux pour être compris par la plupart et trop solide pour que des menteurs négligents puissent le contourner. 3 jours avant Noël, je suis arrivé avec une voiture pleine de provisions, de livres, de bougies et d'assez de bon vin pour tenir une semaine et je me souviens m'être tenu dans le hall d'entrée cette première nuit, écoutant le calme s'installer sur la maison comme si elle m'avait attendu. Personne pour m'interrompre, personne pour me demander ce que j'avais apporté pour Maxime, personne pour me dire d'être patiente, d'être clémente, d'être la personne la plus sage, comme si subir leur négligence avait toujours été un test moral que j'étais censé réussir. Pour la première fois de ma vie, le silence ne ressemblait pas à une punition mais à un choix. J'ai parcouru chaque pièce lentement, effleurant du bout des doigts le vieux bois et la pierre froide, et je me suis autorisé à imaginer un Noël qui m'appartiendrait. J'ai allumé la cheminée de la bibliothèque, j'ai ouvert une bouteille de rouge, je me suis assise dans un fauteuil en cuir et j'ai regardé les flammes jusqu'à ce que je réalise quelque chose de presque embarrassant, je me sentais en sécurité. Ce sentiment était si étranger qu'il m'a fait rire tout haut dans la pièce vide mais j'aurais dû savoir qu'une paix aussi pure ne resterait pas longtemps sans être attaquée car pendant que je bâtissais une vie où personne dans ma famille n'avait le droit d'entrer. Quelqu'un d'autre regardait à distance, attendant le moment où mon intimité se transformerait en quelque chose qu'il pourrait exploiter.
Je ne savais pas alors que ma mère avait déjà commencé à poser des questions, racontant déjà aux gens que je m'isolais, propageant l'idée que j'étais devenue instable, secrète, difficile, en d'autres termes, exactement le genre de femme qu'on cesse de croire lorsqu'elle dit qu'elle est en danger. C'était toujours son tour préféré, elle n'avait jamais besoin de me frapper ou de me crier dessus en public, il lui suffisait d'être la première à raconter l'histoire. Et l'après-midi du 23 décembre, elle était prête à en raconter une nouvelle devant ma grille. J'ai entendu les moteurs avant de voir les voitures, cette route ne menait presque nulle part et personne ne montait ici par hasard, surtout si tard avec la neige qui recommençait à tomber. J'étais dans la cuisine en train de me servir un verre d'eau quand le bruit a résonné dans l'allée, un son sourd et coûteux, le genre de bruit qui annonce des gens pensant que le monde doit leur faire de la place. J'ai gardé les lumières éteintes et je me suis approché de la fenêtre de devant, 2 SUV sombres sont apparus suivis d'une camionnette de serrurier. Mon premier sentiment n'a pas été la peur mais l'insulte car ils n'avaient pas appelé, ils ne s'étaient pas excusés, ils n'étaient pas là pour dire que je leur manquais, ils avaient apporté des outils. La première portière s'est ouverte et ma mère est sortie, vêtue d'un manteau de laine crème, comme si elle s'était habillée pour une séance photo de vacances plutôt que pour une violation de domicile. Derrière elle est apparu mon père, Jean-Pierre Vallon, arborant déjà l'expression fatiguée qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait que les étrangers pensent qu'il était le seul membre raisonnable de la famille. Maxime est descendu du second SUV, parlant au téléphone, puis a commencé à décharger des présentoirs et des bacs de rangement comme s'il arrivait sur un lieu de travail. Cela m'en a dit plus que n'importe quel discours, ils n'étaient pas là pour une visite, ils étaient là pour s'installer. Je suis descendu jusqu'à la grille et je me suis arrêté de mon côté des barreaux. Ma mère m'a souri de cette manière peinée et délicate qu'elle utilisait quand elle voulait qu'un public croie qu'elle souffrait noblement. « Éléonore, dit-elle comme si tout était si simple, ouvre la grille ma chérie, il gèle dehors. » J'ai posé la seule question qui importait, comment m'avez-vous trouvé ? Jean-Pierre a soupiré avant qu'elle ne puisse répondre et cela seul m'a indiqué qu'il voulait savourer ce moment. Maxime a trouvé une photo de parquet taguée en ligne, dit-il, puis il a croisé le travail de la pierre avec des archives de préservation du patrimoine, tu devrais vraiment faire plus attention. Il y avait quelque chose de si calme dans sa façon de dire cela, comme si violer ma vie privée prouvait que j'avais échoué à un test d'intelligence. Ma mère s'est approchée des barreaux, nous étions inquiets pour toi, dit-elle, passer Noël toute seule dans un endroit aussi grand n'est pas sain, nous avons pensé que la famille devrait être réunie. J'ai presque ri car la famille n'avait jamais ressenti le besoin d'être réunie quand c'était moi qui étais laissé dehors. Puis Maxime s'est avancé avec un document plié à la main et un sourire qui transpirait déjà la cupidité. Bonne nouvelle, a-t-il dit, nous avons réglé le problème d'espace. Il a plaqué le document contre la grille pour que je puisse le lire, c'était rédigé comme un contrat d'occupation partagé avec des termes sur l'accès aux ailes d'invités, l'accueil d'événements et des droits d'occupation à long terme et en bas. Il y avait une imitation de ma signature assez proche pour être troublante. Mon estomac s'est noué, non pas parce que je pensais que cela tiendrait devant un tribunal, mais parce que j'ai immédiatement compris leur stratégie, entrer d'abord, créer une scène ensuite. Et me forcer à m'engager dans un bourbier juridique interminable pendant qu'ils transformaient ma maison en plateau de tournage pour n'importe quel projet foireux que Maxime vendait actuellement en ligne. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit que c'était un faux. Ma mère a tamponné le coin d'un œil sec et s'est légèrement tournée vers le serrurier, s'assurant qu'il voyait ce profil qui lui valait la sympathie des paroissiens et des voisins depuis 30 ans. Elle est confuse, a-t-elle murmuré, elle a subi tellement de stress, nous essayons simplement de l'aider. Le serrurier a bougé, mal à l'aise. Jean-Pierre a pris le relais en utilisant ce ton professionnel et grave qu'il avait dédouané de ses responsabilités toute sa vie. Nous avons un accord et une situation familiale complexe, dit-il, elle se laisse submerger, nous essayons seulement de nous installer tranquillement. Puis Maxime a fait un signe de tête vers le clavier numérique et le serrurier s'est avancé avec sa perceuse. C'était aussi décontracté que cela, aussi arrogant. Ils n'ont même pas prétendu longtemps car ils s'attendaient à ce que je panique, à ce que je commence à crier, à ce que je devienne la femme instable que ma mère avait décrite. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Le sourire de ma mère a vacillé pour la première fois. « Qu'est-ce que tu fais, Éléonore ?» J'ai gardé la caméra stable sur la perceuse, sur le logo de la camionnette, sur le visage de Maxime, sur Jean-Pierre tenant les faux documents comme s'ils étaient déjà officiels. Je constitue une preuve chronologique, ai-je répondu, et je jure qu'il y a eu une brève et magnifique seconde où tous les trois m'ont regardé comme s'ils venaient de réaliser que je n'étais plus la fille qui resterait là à supplier qu'on l'aime.
Le gendarme est arrivé juste au moment où le serrurier posait la perceuse sur le boîtier de contrôle de la grille. J'avais appelé dès que l'outil était sorti et pendant une seconde pleine d'espoir, j'ai pensé que la loi pourrait encore faire la différence entre une famille et une invasion, mais l'espoir a toujours été l'erreur la plus coûteuse que je commette avec ces gens. Le gendarme Moreau était jeune, froid et déjà agacé avant même de descendre de sa voiture. Il a regardé tour à tour les SUV, le document falsifié dans la main de Jean-Pierre et moi, et je pouvais le voir décider en temps réel du peu d'efforts qu'il voulait consacrer à ce qu'il supposait être une simple dispute de famille aisée. Ma mère a bougé la première, bien sûr, elle s'est approchée de lui avec le dosage parfait de tremblement dans la voix. « Gendarme, Dieu merci, dit-elle, notre fille s'est enfermée et elle ne va pas bien, nous essayons de la joindre depuis des semaines. » Jean-Pierre a tendu les papiers avec une expression lasse, destinée à suggérer qu'il avait tout fait correctement et que je l'avais forcé à cette scène déplaisante. Maxime restait en retrait avec ses cartons et levait les yeux au ciel comme si je rendais encore la vie de tout le monde difficile. Je suis resté exactement là où j'étais et j'ai continué à filmer. J'ai décliné mon identité clairement, j'ai dit que j'étais la résidente légale, que je n'avais pas donné l'autorisation d'entrer et que la signature sur cet accord était un faux. Le gendarme a jeté un coup d'œil au papier, puis à moi, et a commis l'erreur que tant de gens avaient faite avant lui, il a écouté le menteur le plus calme. Ma mère a baissé la voix et a prononcé des mots dont j'avais entendu des variantes toute ma vie, elle devient comme ça quand elle se sent rejetée, elle pense que tout est une attaque. Rejetée, comme si la négligence était une émotion que j'avais inventée plutôt qu'un schéma qu'elle avait construit. Le gendarme s'est frotté la mâchoire et m'a lancé le genre de regard qui retombe toujours sur les femmes qui sont dérangeantes mais articulées. Madame, s'il y a des documents et un litige sur leur validité, cela relève peut-être du civil. Du civil, comme si un faux accord, une perceuse et une occupation planifiée n'étaient qu'un malentendu entre gens bien habillés. Jean-Pierre a immédiatement saisi l'occasion, nous ne cherchons pas à l'expulser, dit-il, nous essayons de soutenir l'usage familial de la propriété. Maxime a besoin d'un espace temporaire pour son entreprise de contenu événementiel qu'il lance pour les fêtes et Éléonore était d'accord avant de se rétracter. C'était la première fois que le véritable motif devenait pleinement visible, une entreprise de contenu pour les fêtes. Bien sûr, cela expliquait les présentoirs, les caisses d'éclairage encore à l'arrière du SUV. Maxime n'était pas venu pour vivre discrètement, il était venu pour transformer ma maison en décor qu'il pourrait monétiser pendant que ma mère jouerait l'hôtesse gracieuse et que mon père appellerait cela de l'entraide. J'ai demandé directement à Maxime, tout en filmant, si tu essaies d'organiser des événements commerciaux chez moi. Il a eu un petit sourire en coin, ce n'est pas ta maison dans ce sens-là, Éléonore. Cette phrase est restée gravée en moi, pas ta maison dans ce sens-là, parce que sous chaque mensonge que ma famille a jamais raconté, il y avait toujours la même croyance, rien de ce qui m'appartenait ne comptait vraiment comme mien s'il décidait qu'il le voulait. Le gendarme a dit à tout le monde de garder le calme et n'est pas allé jusqu'à les faire partir, il ne leur a pas donné la permission complète mais il a fait quelque chose de pire, il a créé une ambiguïté, le genre de vide dont les gens égoïstes se nourrissent. Au moment où il est retourné vers son véhicule, Maxime a commencé à décharger plus d'équipement sur le bord de la route, il passait déjà un appel, donnant mon adresse à quelqu'un et prononçant les mots au service de transfert et l'usage commercial saisonnier. C'est alors que j'ai appelé maître Elena Vargas, elle a décroché à la deuxième sonnerie et je lui ai exposé les faits rapidement, accord d'occupation falsifié, tentative d'entrée par effraction, fraude possible au service public, propriété en secteur sauvegardé, présence policière active. Elena n'a pas perdu de temps à prétendre que c'était banal. Éléonore, dit-elle, ne les laisse pas t'entraîner dans une dispute, enregistre tout, demande aux gendarmes de vérifier le titre de propriété et non seulement les papiers de résidence, et si Maxime utilise la propriété pour une activité commerciale, il est en train de se creuser sa propre tombe. J'ai regardé ma famille, les bacs, leurs fausses inquiétudes, leurs performances et pour la première fois ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose de plus stable que la colère, j'ai ressenti la structure. Ils étaient arrivés en croyant que j'étais seul alors qu'ils venaient de mettre les pieds dans un système de preuves, de zonage et de droit de la propriété qu'aucun d'eux ne comprenait. Ma mère a vu mon expression changer et a froncé les sourcils, je pense que c'est le moment où elle a réalisé que son arme habituelle, mon silence, ne fonctionnait plus. Elena n'est pas venue en personne cet après-midi-là mais elle a fait mieux, elle a appelé le gendarme directement puis a envoyé par courriel les documents certifiés du titre de propriété à la gendarmerie pendant que je restais là dans le froid à regarder ma famille jouer l'innocence à côté d'un serrurier. 10 minutes plus tard, l'ambiance a changé, pas d'un coup, et c'était la partie la plus satisfaisante, cela a changé lentement comme de la glace qui craque sous un poids trop lourd.
Le gendarme est revenu vers la grille avec une nouvelle raideur dans sa posture et a demandé à Jean-Pierre de lui tendre à nouveau l'accord, puis il a posé une question pour laquelle mon père n'était manifestement pas préparé. Si votre fille a signé ceci en tant que propriétaire, pourquoi le titre est-il détenu par la fiducie patrimoniale du manoir des Épines? Jean-Pierre a scié, Maxime s'est figé. Ma mère a perdu son expression pendant une seconde avant de se reprendre. Le gendarme a continué avec la patience forcée des gens qui réalisent qu'on a essayé de les entraîner dans un mensonge. Mademoiselle Vallon est la bénéficiaire résidente et l'occupante titulaire, elle ne possède pas le titre en son nom propre comme ce document le prétend, cela signifie que votre accord a un sérieux problème de validité avant même d'en arriver à la signature présumée. Elena s'est alors jointe à la conversation par haut-parleur et l'écouter les démanteler était presque un luxe. Elle a expliqué que personne n'avait l'autorité de créer des droits d'occupation privés contre la fiducie de la manière dont ce document tentait de le faire. Elle a expliqué que tout usage commercial prévu dans un secteur sauvegardé sans approbation déclencherait des violations graves. Elle a expliqué que si Maxime avait déjà initié des services commerciaux en utilisant mes informations personnelles, l'affaire dépassait largement le cadre d'un malentendu familial. Ma mère a tenté d'interrompre avec une phrase sur la générosité familiale et l'inquiétude mais Elena a tranché net, l'inquiétude n'arrive pas avec une perceuse. Pendant un moment, personne n'a parlé. Le gendarme leur a finalement ordonné de quitter les lieux et d'arrêter de décharger du matériel. Maxime a argumenté le premier, naturellement, disant que c'était du harcèlement, que j'avais promis cet espace, que je sabotais son lancement. Mon père a tenté une dernière fois le numéro du vieil homme respectable, sûrement cela peut se régler en privé, mais il ne restait plus rien de privé. Mon téléphone avait tout, le gendarme avait tout, Elena avait tout. Ma mère s'est avancée et a sifflé mon nom d'une voix trop basse pour le gendarme mais pas pour moi, tu nous humilies. Ce mot m'a presque fait rire, comme si l'humiliation venait juste d'arriver dans notre famille et n'avait pas été assise à côté de moi à chaque dîner de Noël depuis mon enfance. Ils ont fini par remballer, mais pas comme des gens qui acceptaient la défaite, ils bougeaient comme des gens qui emmagasinaient de la rage pour plus tard. Maxime a balancé les bacs dans le SUV assez fort pour en casser un. Jean-Pierre a plié le faux document d'une main tremblante et continuait de me lancer des regards comme s'il essayait de mémoriser cette version de moi qui était devenue dangereuse. Ma mère ne m'a plus rien dit devant le gendarme, ce qui m'a permis de savoir qu'elle planifiait déjà la prochaine version de l'histoire. Ils sont partis avant le coucher du soleil, je les ai regardés jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent entre les arbres, puis j'ai verrouillé la grille et je suis retourné vers la maison avec ce genre d'épuisement qui semble chimique. Je pensais avoir gagné proprement la première manche mais j'avais tort. À l'intérieur, j'ai vérifié le flux de la caméra frontale et je n'ai trouvé que de la friture, puis le flux de l'entrée latérale s'est coupé aussi. Maxime avait fait quelque chose en partant, probablement au niveau du boîtier de raccordement près du pilier en pierre. Il n'avait pas coupé l'électricité, il avait fait quelque chose de plus intentionnel, il avait aveuglé les deux caméras qui importaient le plus s'il revenait après la tombée de la nuit. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné, c'était la compagnie d'électricité me demandant de confirmer une demande de mise à jour de service que je n'avais jamais faite. Maxime avait déjà essayé de déplacer une partie de la structure du compte en utilisant des informations que seule la famille connaîtrait, des fragments de numéros de sécurité sociale, d'anciennes adresses, des questions de sécurité. Ma peau est devenue glacée d'une manière que l'air hivernal ne pouvait égaler. Cette nuit-là, je me suis assise au bureau de la bibliothèque sous la lumière de la lampe avec mon ordinateur ouvert et j'ai constitué le dossier qui finirait par les ruiner. J'ai bloqué mon crédit, j'ai documenté la tentative auprès du fournisseur d'énergie, j'ai envoyé chaque capture d'écran à Elena, j'ai déposé une plainte pour usurpation d'identité. J'ai écrit la chronologie à la main parce que parfois la colère est plus facile à croire quand on peut la voir à l'encre. Et quelque part après minuit, alors que le feu brûlait bas et que la vieille maison s'installait autour de moi, j'ai réalisé quelque chose de simple et de laid, ils n'étaient pas venus parce qu'ils m'aimaient. Ils étaient venus parce que j'avais enfin construit quelque chose de tellement hors de leur contrôle que la seule façon de vivre avec était de s'en emparer. Ce genre de désespoir ne s'en va pas tranquillement, il rôde et revient. Au matin, ma mère avait fait exactement ce que je savais qu'elle ferait, elle a pris les devants publiquement. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a envoyé une capture d'écran avant le petit déjeuner. Ma mère avait publié sur Facebook qu'elle et mon père avaient conduit jusqu'à Val-de-Saône pour prendre des nouvelles de leur fille isolée, pour finalement me trouver confuse, agressive et cachée seule dans une sombre demeure historique après des semaines de comportements inquiétants. Les commentaires étaient pleins de pitié pour elle et de dégoût pour moi, on prie pour votre famille, elle a toujours semblé troublée, certains enfants ne comprennent pas le sacrifice.
J'ai lu chaque ligne sans répondre, puis j'ai pris des captures d'écran de tout et je les ai enregistrées dans un dossier étiqueté diffamation. C'était là la différence entre l'ancienne moi et la femme assise dans le manoir des Épines. Désormais je ne me disputais plus avec les mensonges sur le moment, je les archivais. Vers 10 heures, Maxime a tenté une autre approche. Cette fois ce n'était pas seulement les services publics, il avait soumis une demande de permis d'événement saisonnier en utilisant mon adresse et une version légèrement modifiée de mon nom. Espérant probablement établir une trace écrite faisant croire que les opérations avaient déjà commencé. C'est là que toute la forme de leur plan s'est enfin verrouillée dans mon esprit. Maxime se noyait financièrement et avait besoin d'un lieu prestigieux rapidement. Ma mère voulait l'image sociale d'un Noël familial parfait avec elle comme visage de la chaleur et de la tradition. Et mon père voulait que tout soit présenté comme un arrangement familial coopératif pour que personne ne demande d'où venait l'argent ou pourquoi la maison était utilisée. Ils ne cherchaient pas un refuge, ils essayaient de s'emparer d'un récit et d'une légitimité en un seul mouvement. Elena a appelé juste avant midi et a confirmé ce que j'avais deviné, s'il revenait et tentait une nouvelle entrée, surtout avec du matériel commercial ou des papiers d'autorité falsifiés, nous pourrions transformer tout cela en un dossier pénal et civil beaucoup plus solide. June Mercé, de la Gazette locale, a également répondu à mon courriel. Elle n'était pas mélodramatique, juste prudente. Elle a dit que les captures d'écran, le faux accord, la tentative de fraude et les problèmes de préservation du patrimoine faisaient de cette affaire plus qu'un simple commérage familial si je pouvais prouver l'intention et la répétition des faits. Je lui ai dit que je pensais pouvoir le faire. C'est alors que j'ai pris la décision qui a changé la fin de l'histoire. J'ai cessé de penser comme une fille essayant de défendre sa paix et j'ai commencé à penser comme un enquêteur fixant des conditions. Par l'intermédiaire de M. Whitmore de la Société historique locale, j'ai organisé une petite réception portes ouvertes pour le réveillon de Noël selon les directives d'accueil du patrimoine résidentiel autorisées par la fiducie. Ce qui était assez ennuyeux sur le papier pour sembler inoffensif mais assez puissant en pratique pour placer des témoins respectés à l'intérieur de la maison. Pas de musique annoncée en ligne, pas de publicité publique, juste une poignée d'invités locaux, une journaliste, mon avocate en attente et un serrurier à la retraite nommé Caleb qui en savait assez sur les effractions pour dire exactement quel genre d'accès forcé quelqu'un avait tenté. Le but n'était pas une fête, le but était d'avoir des témoins avec une crédibilité que ma famille ne pourrait pas surpasser par la parole. En fin d'après-midi le soir du réveillon, la maison semblait sombre depuis la route à dessin, rideaux tirés, lumières extérieures éteintes, aucun signe de vie sauf ce que l'on ne pouvait remarquer qu'en regardant de trop près. À l'intérieur, c'était différent, les lampes brillaient doucement dans la bibliothèque et la salle à manger. Monsieur Whitmore et 2 membres du conseil de préservation étaient assis avec du vin chaud, discutant de la restauration des plâtres avec des voix si calmes que cela semblait surréaliste. June était assise tranquillement près du hall d'entrée d'où elle pouvait tout voir et entendre sans en devenir le centre. Caleb se tenait près de la fenêtre du couloir arrière avec la posture d'un homme déjà en colère contre l'imbécile qui pensait que les vieilles maisons étaient faciles à forcer. L'officier de gendarmerie de réserve, agissant en tant que sécurité privée organisée via le réseau d'Elena, attendait plus profondément dans la maison avec un autre gendarme assez proche pour intervenir dès que l'entrée deviendrait illégale sans contestation possible. Je me tenais dans le foyer dans une robe noire que j'avais choisie pour une seule raison, je voulais ressembler à quelqu'un qui appartient à sa propre maison. Quand 19 heures sont passées, je me suis presque demandé s'ils avaient fini par devenir prudents puis à 19h14, le capteur de l'allée extérieure a fait sonner mon téléphone. Phares éteints, mouvement lent, un camion de location derrière le second SUV. Plus de subtilité, même plus de faux-semblants. Ma mère m'avait oublié à chaque Noël jusqu'à ce que j'achète un manoir, maintenant elle était de retour le soir du réveillon avec un transport, des outils et assez de cran pour croire que la maison sombre devant elle était vide. Elle était sur le point d'apprendre la différence entre vide et en attente. De la fenêtre de devant, je les ai regardés s'engager dans l'allée sans phare, ce qui m'a tout dit sur le fait qu'ils savaient parfaitement qu'ils n'étaient pas innocents. Maxime a sauté le premier cette fois avec un pied de biche à la main et l'énergie sauvage et acculée de quelqu'un qui est à court de mensonges doux. Jean-Pierre est venu derrière lui portant un dossier assez épais pour être une autre mise en scène. Ma mère est sortie en dernier dans un manteau sombre, coiffée et maquillée à la perfection parce que même maintenant, même au bord d'un crime, elle voulait avoir l'air élégante. Il y avait aussi un second serrurier, plus jeune que le premier et nerveux exactement comme le sont les gens coupables quand ils réalisent trop tard que l'urgence familiale de quelqu'un d'autre peut en réalité être un délit. Personne dans la maison ne s'est dirigé vers la porte, c'était là toute la beauté du plan, nous les avons laissés prouver leur intention sans interruption. À travers le vieux bois et la pierre, nous avons tout entendu. Maxime disant casse juste la vitre latérale si la serrure résiste,
Jean-Pierre disant au serrurier qu'ils avaient une procuration et le droit d'intervenir, ma mère élevant la voix juste assez pour paraître brisée si jamais quelqu'un l'entendait. Éléonore, ma chérie, ouvre la porte, nous sommes là parce que nous t'aimons. Il n'y avait pas d'amour dans le pied de biche qui a frappé ma serrure quelques secondes plus tard. Le premier coup a résonné dans le foyer si brusquement que même les membres de la société historique dans la salle à manger se sont figés. Le second coup a fait éclater le cadre assez pour que l'air froid s'engouffre dans la maison, puis le jeune serrurier a percé pendant que Maxime forçait et que Jean-Pierre aboyait des instructions. Et finalement, la vieille porte a cédé dans un craquement violent qui ressemblait moins à du bois qui se brise qu'à l'histoire qui perdait patience. Maxime a trébuché à l'intérieur en premier, respirant fort, le pied de biche encore au poing et pendant une seconde entière, il a affiché un visage de triomphe. Puis les lumières se sont allumées. Pas toutes les lampes de la maison, juste assez. Assez pour les surprendre dans le foyer avec une serrure ruinée, un cadre brisé et des outils à la main. Assez pour qu'ils me voient debout au pied de l'escalier. Assez pour qu'ils remarquent June Mercé levant son téléphone pour enregistrer. Assez pour qu'ils voient Monsieur Whitmore et les membres du conseil les fixer depuis la porte de la salle à manger comme s'ils venaient de voir quelqu'un profaner un autel d'église. Assez pour qu'ils remarquent Caleb s'avancer et dire avec un dégoût total « c'est une entrée par effraction ». Assez pour qu'ils voient l'officier de gendarmerie émerger du couloir avec son collègue juste derrière lui. Les lampes torchées ont frappé leur visage violemment. Les mains en l'air, maintenant. Maxime s'est figé le premier, pas mon père. Il a tenté une dernière pirouette en agitant son dossier et en parlant trop vite, « Nous avons l'autorité, elle est instable, elle s'isole, nous sommes sa famille. » L'officier ne lui a même pas jeté un regard. La famille n'a pas le droit de briser une résidence protégée avec des outils de cambriolage, dit-il. Maxime a abaissé le pied de biche lentement comme s'il venait de se souvenir que le métal avait un poids. Ma mère m'a fixé avec un niveau de haine si pur qu'il semblait presque limpide. « Tu nous as piégés » a-t-elle murmuré. « Non » ai-je répondu, « je vous ai documenté. » Elena s'est alors avancée, calme comme l'hiver, et a pris le dossier des mains de Jean-Pierre. « Fausse autorité d'urgence, invalide sur la forme, dit-elle après un rapide coup d'œil, mauvais témoin, mauvaise structure, mauvaise relation de propriété, vous avez vraiment commis un crime avec des papiers téléchargés sur Internet. » June a presque souri à cela mais n'a pas arrêté d'enregistrer. Ma mère a tenté un autre angle, elle a commencé à pleurer bruyamment et magnifiquement, de la même manière qu'elle l'avait toujours fait quand elle avait besoin que des étrangers voient de la douleur au lieu d'une stratégie mais cette fois, le public avait le contexte. June avait la publication Facebook, Elena avait le faux accord, j'avais la trace de la fraude au service public, Caleb avait la chronologie de la manipulation. Monsieur Whitmore avait déjà vu les bacs commerciaux lors de la première visite et savait exactement quel genre de violation Maxime avait l'intention de commettre. Mon père a tenté de reprendre le contrôle et a échoué à nouveau. Cela est allé trop loin, dit-il, Éléonore, dis-leur que nous sommes seulement venus pour parler. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai pensé à chaque table de Noël où je m'étais sentie plus petite que l'espace vide à côté de moi, puis j'ai dit la chose la plus vraie que je connaisse, les gens qui viennent pour parler n'apportent pas de pied de biche. L'officier s'est dirigé d'abord vers Maxime qui a paniqué exactement quand il ne le fallait pas, il s'est tourné comme pour s'enfuir vers la porte ouverte et le gendarme l'a rattrapé avant qu'il ne fasse 2 pas. Le pied de biche a frappé le sol en marbre avec un son si définitif que ma mère a eu un hoquet de surprise. Les menottes se sont refermées sur les poignets de Maxime. Mon père a protesté, puis a protesté plus fort quand l'officier lui a dit de se retourner lui aussi. Complot, violation de domicile, entrée par effraction, faux et usage de faux, tentative d'occupation frauduleuse, énuméra l'officier de cette voix plate qui dépouille une personne de toutes les histoires qu'elle se raconte sur elle-même. Jean-Pierre semblait stupéfait, comme si les conséquences étaient quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres. Ma mère restait seule au centre du foyer dévasté, pas encore menottée, fixant la porte brisée et les témoins et moi. Elle a tenté un dernier coup cruel car la cruauté était la seule langue qu'elle avait jamais vraiment maîtrisée. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me remercies ? J'ai fait un pas vers elle. La maison était chaude derrière moi, la neige s'engouffrait par les bords de la porte brisée et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas entendu ces mots comme une vérité, un devoir ou une culpabilité. Je les ai entendus comme la preuve d'une personne qui ne pouvait se souvenir de mon existence que lorsqu'elle voulait accéder à quelque chose que je possédais. Tout ce que tu as jamais fait pour moi avait un reçu attaché, ai-je dit, l'amour ne rentre pas par effraction, l'amour ne falsifie pas de signature, l'amour n'attend pas Noël pour voir si une maison peut être transformée en profit.
Puis l'officier lui a dit de se retourner et elle s'est exécutée, lentement, avec incrédulité, comme si l'univers avait d'une manière ou d'une autre échoué à reconnaître qui elle pensait être. Quand les menottes se sont refermées, le son n'était plus petit que ce à quoi je m'attendais, pas dramatique, pas cinématographique, juste précis. C'est ce qui rendait cela satisfaisant, pas la vengeance comme un chaos, mais la vengeance comme une exactitude. Un par un, ils ont été escortés devant les colonnes de pierre, au-delà du seuil brisé qu'ils avaient créé, devant les témoins qu'ils ne pouvaient plus charmer et vers les véhicules de gendarmerie en attente au bout de l'allée. Maxime a pleuré le premier. Ma mère n'arrêtait pas de demander une conversation privée. Mon père n'a presque plus rien dit une fois qu'il a réalisé que plus personne ne se souciait de son air raisonnable. June est resté assez longtemps pour confirmer la chronologie et les déclarations et au matin, l'histoire locale n'était plus celle d'une famille inquiète et d'une fille troublée, c'était celle d'une tentative de prise de contrôle d'une demeure historique. De papiers familiaux falsifiés et d'un récit public mis en scène qui s'était effondré sous l'épreuve. Les partenariats commerciaux de Maxime ont disparu en une semaine, les fournisseurs se sont retirés, les comptes en ligne liés à son projet de Noël ont été signalés et suspendus. Mon père a passé le début de la nouvelle année à payer des avocats au lieu de diriger des réunions et ma mère, qui avait construit tant de son identité sur l'image d'une femme chaleureuse et élégante que l'on ne pouvait remettre en question, a dû vivre dans un village qui savait désormais exactement ce que valaient ses larmes. Plus tard cette nuit-là, après que les déclarations eurent été prises, que les voitures furent parties et que le panneau temporaire fut fixé sur la porte brisée, je me suis tenu seul près du sapin dans le grand hall avec un verre de vin à la main et le silence que j'avais voulu tout au long mai. Enfin revenu. La leçon qui m'est restée n'est pas seulement que les limites comptent, c'est que certaines personnes appelleront votre limite de la cruauté parce que votre obéissance leur profitait autrefois. Je pense que beaucoup d'entre nous sont élevés dans la croyance que la famille signifie accès, pardon et explication sans fin, mais la famille sans respect devient un droit acquis et ce sentiment de toute puissance montre les crocs dès que vous construisez quelque chose qu'il ne peut pas contrôler.